Le SIDAction débute aujourd'hui avec un slogan. N'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner. Et en effet, les derniers chiffres sont inquiétants. Avec 6424 nouvelles contaminations par le VIH en 2017, l'épidémie en France n'a pas baissé. Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Dominique Salmon, qui est infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris. Bonjour. Bonjour. Jean Spiry, qui est président du CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du sida. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Christine Aubert. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand est-ce que vous avez découvert votre séropositivité? À quelle occasion? Ma séropositivité, je l'ai découverte en 1990 lors d'un bilan gynécologique basique. Et on m'a demandé d'approfondir certains tests. Et de là... Vous vous attendiez à quelque chose? Pas du tout. Non, moi j'étais dans le sport de haut niveau. J'allais devenir footballeuse professionnelle dans ma tête. Donc j'étais loin de tout ça. Et puis il a suffi d'un rapport non protégé. Mon premier rapport, parce qu'à cette époque-là, et dans le sport en plus, on n'avait pas trop d'informations, de sensibilisation, et puis sincèrement, moi j'étais loin de tout ça. Donc on m'a annoncé cette séropositivité. Au départ, le test était positif, je ne savais pas trop si c'était positif, négatif, si c'était bien. Oui, positif c'est bien, non et puis finalement, voilà, c'est tombé. Voilà. Comment en 90, époque quand même, où on ne maîtrisait pas du tout cette infection, c'est le début de la maîtrise, comment on prend cette annonce? Cette annonce, moi je l'ai pris comme un coup de massue, c'est-à-dire que pour moi c'était la mort évidente, donc j'aurais plus d'avenir, plus de vie personnelle, la possibilité d'avoir des enfants c'était même pas possible, et puis devenir footballeuse et continuer de gravir les échelons dans ma pratique, dans mon sport, pour le coup tout s'arrêtait. Donc j'ai une période très noire où j'ai été hospitalisée d'urgence et puis petit à petit je me suis dit qu'il fallait que mon témoignage serve, que mon histoire serve aussi auprès des jeunes. Je joue au foot, peut-être une manière pour eux aussi de s'identifier, donc de leur montrer qu'on pouvait être sportif, au niveau en très bonne santé, et que c'était pas forcément que les autres qui pouvaient avoir un... Ça a pris combien de temps, là, ce chemin-là non, ça a pris 4 ans. D'accord, pour digérer ça, c'est 4 ans. Oui, ça a pris 4 ans, et puis après, je me suis lancée dans une association des jeunes qui allaient parler à d'autres jeunes du sida en milieu scolaire, et avec le football comme levier, et puis finalement, ça a été bénéfique pour moi parce qu'aujourd'hui je continue et je suis toujours là et voilà. En 90, il n'y avait pas encore la trithérapie, on y reviendra tout à l'heure, mais il y avait quand même déjà des médicaments. Immédiatement, vous avez pris des médicaments, comment ça s'est passé? Effectivement, de toute façon j'allais mourir, donc pour moi il fallait que ça serve à quelque chose, au moins que je serve à la science, donc j'ai fait partie du protocole Concorde avec l'AZT, un médicament où il fallait se réveiller, le prendre, enfin bref. Très précise, y compris. Oui, tout à fait. Ouais. C'était vraiment au début. Bon, j'ai très mal réagi. J'ai une paralysie des membres inférieurs, donc du coup j'ai dû arrêter. Et puis j'ai repris des trithérapies en 97. À ce moment-là, effectivement, c'était une vraie révolution. Mais encore une fois, c'était rempli d'effets secondaires. Et moi, j'avais repris le foot entre-temps, et ça m'empêchait de jouer au foot. J'avais des diarrhées. C'était impossible. Donc j'ai préféré arrêter mes trithérapies, toujours en me disant autant si je dois mourir, vivre bien et moins longtemps que de vivre avec toutes ces contraintes et puis pouvoir vivre mon quotidien. On va continuer votre histoire, on va prendre quelques questions de téléspectateurs. On nous demande déjà combien de temps on peut être séropositif sans le savoir. Ça peut aller jusqu'à 15 ans, voire plus, parce qu'entre le moment où on contracte le VIH et le moment où on développe une maladie, il se déroule toujours plusieurs années. Le taux de CD4 diminue progressivement et c'est quand le taux de CD4 est bas, CD4, c'est les lymphocytes de lymphocytes du corps, et c'est quand vraiment on n'a plus d'immunité qu'on commence à avoir des symptômes, à maigrir, à avoir des problèmes cutanés, de la diarrhée, voire des infections. Donc c'est rarement une maladie qui se manifeste au moment où rentre le virus. De temps en temps, dans disons 10% des cas, on peut faire une primo-infection avec de la fièvre, des boutons. Mais le plus souvent, le patient prend ça pour une grippe et on ne fait pas de diagnostic. Oui. C'est pour ça que c'est très important que les gens se dépistent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. On considère qu'en France, il y a au moins 20 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le connaître. Oui, je voulais justement rebondir sur ce fait, c'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure les 6400 nouvelles contaminations. Il y a à peu près un tiers qui était à un stade avancé quand ils ont découvert leur séropositivité, et la moitié l'ont découvert auprès de leur premier dépistage. Quand on sait aujourd'hui les moyens qu'on a
pour le dépistage, que ce soit dans les laboratoires, les centres de dépistage, les autotests, ce qu'on appelle le TROS, c'est-à-dire quand les associations font du dépistage en extérieur, c'est terrible de voir qu'il y a encore la moitié qui le découvrent pour leur première contamination. Alors, vous parlez d'autotest, on va voir juste en quelques images comment on l'utilise. On va voir ça tout de suite. Si on peut voir les images, voilà, ça se trouve donc en pharmacie, on se désinfecte le bout du doigt et on se pique, si on peut voir ça, voilà, avec l'autopiqueur pour avoir une goutte de sang. On la récupère par l'autotest et on va le placer sur le support. On a un résultat en 15 minutes, le temps nécessaire pour détecter la présence ou l'absence d'anticorps du VIH. Si une seule bande apparaît, le test est négatif. En revanche, s'il y en a deux, le test est positif. Et de toute façon, bien sûr, après, on confirme ce résultat en laboratoire et on contacte son médecin. Cet autotest coûte entre 25 et 30 €. Il est suffisamment utilisé en France? Non, il n'est pas suffisamment utilisé. Est-ce qu'il est suffisamment connu? Alors, il n'est pas suffisamment connu. Il y a un effort des pharmaciens, de beaucoup de pharmaciens, pour le mettre en avant. Il est encore un peu cher, et c'est pour ça qu'il est même assez cher. Et c'est pour ça qu'il y a des collectivités comme la région Île-de-France, comme la ville de Paris, qui en ont acheté pour les donner aux associations pour qu'elles puissent elles-mêmes les diffuser. Mais aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de limites en plus à la distribution des autotests, des limites réglementaires qui font qu'on ne les utilise pas suffisamment. Et ça fait partie vraiment, aux côtés d'autres moyens de dépistage, mais d'une façon de renforcer le dépistage dans notre pays. Ils peuvent être utilisés immédiatement après ou le lendemain d'une possible contamination, ou il y a un temps de latence? Il y a toujours un temps de latence. Actuellement, c'est combien de temps? De 12 semaines à peu près. Ouais. Pour la prise de sang, donc je quitte l'autodépistage, mais pour le dépistage sérique, donc prise de sang, c'est tout le temps 12 semaines, non? C'est beaucoup plus court. Ça commence à se positiver plus tôt, normalement, au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais pour avoir des résultats vraiment certains, il faut attendre quand même quelques semaines. De toute façon, si ça, c'est une limite de l'autotest. Mais sinon, c'est un test qui est très adapté aux jeunes, par exemple. On le fait très facilement. Il suffit ils font des choses beaucoup plus complexes. Et ça, c'est facile. On a eu plein de jeunes lycéens qui sont venus à l'Hôtel-Dieu pour le 1er décembre l'an dernier. Ils ont essayé l'autotest, ils en ont emmené chez eux. Vraiment, c'est quelque chose, à part le coût, qui est quand même un peu cher, c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est un resto, si vous voulez. Sinon, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus employé. Lors de la mise en place de cet autotest, il y avait certains médecins ou certains praticiens qui étaient un peu... pas énervé, mais éventuellement agacé de se retrouver tout seul avec l'autotest, en fait, avec un résultat positif, tout seul dans ma chambre. Je me retrouve tout seul, qu'est-ce qui se passe? On a un petit peu, maintenant qu'on a un peu de recul, on sait comment les jeunes ou les moins jeunes réagissent à cette éventuelle positivité. Oui, c'est vrai que ça peut stresser. Comme l'a dit Christine, c'est un peu un coup de bambou. Et même maintenant qu'il y a des traitements disponibles, il faut absorber cette séropositivité. Mais ce n'est pas une raison pour laisser des gens comme ça traîner avec une maladie. Vous voyez, quand même très rapidement, on peut avoir une prise en charge à l'hôpital dans les 24-48 heures. On peut appeler SIDA Infoservice, le CRIPS. On peut avoir du soutien. Et on sera beaucoup mieux si on connaît ce qu'on a et qu'on peut être traité et puis vivre après normalement. Alors, il y a des études en cours maintenant sur la façon d'avoir perçu sa séropositivité quand on l'a appris par autotest. Il y a des études en cours. Je ne peux pas vous donner les résultats parce que c'est en cours, mais c'est vrai que c'est une excellente question. On nous demande si tous les tests de dépistage sont aujourd'hui 100% fiables. Ils sont pas 100%, il n'y a aucun test de toute façon biologique qui est 100%, mais c'est 98-99% fiable, à condition, c'est la limite, d'attendre quelques semaines après la prise de risque. Et on rappelle que s'il y a eu un rapport évidemment à risque ou un risque de contamination, on va aux urgences parce que dans ce cas-là, on donne un traitement d'urgence. Oui. C'est très important. On n'attend pas 12 semaines sans rien faire. Hyper important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'on appelle le traitement post-exposition, le TPE, qui est en effet disponible aux urgences. À titre personnel, je regrette qu'il ne soit pas plus largement disponible, parce que c'est dommage de ne pas donner ce moyen qui est très efficace après une prise de risque. Et donc ça, il faut en parler, ça fait partie des choses dont il faut parler et dont on ne parle pas assez. Il faut y aller effectivement immédiatement après le risque, on n'attend pas, on laisse pas passer le week-end. Mais on a aussi jusqu'à à peu près 24 heures. Oui, mais c'est pas la peine. Jusqu'à 24, c'est pas la peine d'attendre que le week-end se passe. C'est pas la peine d'attendre, mais c'est pas la peine non plus de se dire oh là là, j'y suis pas allé dans l'heure, que j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à attendre. Non, voilà, il faut y aller. On peut ajouter que ce traitement post-exposition, ça consiste à prendre un traitement pendant 4 semaines. 4 semaines après la prise de risque. Très concrètement, dans ce cas-là, le traitement post-exposition, c'est quoi la prise de risque? C'est-à-dire que j'ai un partenaire ce soir, je ne connais pas son statut sérologique par rapport au VIH, c'est une prise de risque? Ou alors,
À partir de quand vous dites que c'est une prise de risque? À partir de quand à l'hôpital vous allez donner ce traitement? Justement, il y a des algorithmes que les médecins vont dérouler avec vous en fonction du partenaire. Si c'est un partenaire connu qui a déjà fait une sérologie récemment, ce n'est pas un risque, si vous voulez. Si c'est des rapports hétérosexuels classiques, vaginaux, ce n'est pas un risque non plus. Mais si c'est des rapports, par exemple, homosexuels, des rapports anaux, des rapports avec quelqu'un qui a pris des drogues, là, ça va être un risque. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des traitements qu'on peut donner comme ça en pharmacie parce que ça nécessite un examen médical et de bien discuter avec la personne, à la fois sur la risque qu'elle a pris et le partenaire, pour savoir si on donne ou non le TPE. Est-ce que généraliste pourrait le faire? Oui, la seule chose, bien sûr, il peut le faire. Et, il suffit de passer un petit peu de temps de discussion. Mais sinon, au contraire, et puis il peut suivre le TPE, oui. Christine, dans les traitements que vous avez eus, on sait qu'on a beaucoup dit que ces traitements avaient été testés essentiellement sur les hommes. Les traitements que vous avez eus, est-ce que vous avez ressenti ce fait que ça n'avait pas été forcément adapté aux femmes? Effectivement, de par mon corps déjà qui s'est masculinisé, qui ne m'appartient plus du tout, j'aurais tendance à dire oui que les femmes ont trop peu participé aux essais thérapeutiques et ça c'est un vrai constat aujourd'hui. J'espère que la recherche fait en sorte et avec nos actions que ça a été entendu et qu'aujourd'hui ça change. En revanche, voilà mon physique, voilà, j'ai eu un déplacement des graisses, j'ai un physique très amaigri qui s'est creusé et que je ne maîtrise plus du tout parce qu'on avait effectivement les mêmes doses de traitement que les hommes. Et ça, malheureusement, j'en ai... Les hormonaux des femmes. Exactement, on est totalement différents, on le sait. Donc aujourd'hui, je fais avec. Là, je viens de me faire opérer parce que j'avais des déplacements de graisse dans les bras. C'est un constat, c'est comme ça. Je suis en vie, donc je ne vais pas me plaindre. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment que la recherche évolue là-dessus et que les femmes puissent intégrer et participer à ces essais thérapeutiques parce qu'on ne peut pas se dire que le VIH existe sans le public féminin. C'est quand même la moitié des femmes sur Terre, donc, et on le sait. C'est voilà, c'est un appel, mais j'espère vraiment Aujourd'hui, les femmes sont intégrées aux essais thérapeutiques pour oui, le VIH? Oui, elles sont intégrées, mais dans les pays du Nord, il y a une majorité d'hommes touchés par le VIH. Donc, dans tous les premiers essais, il n'y a pas eu suffisamment de femmes. C'est l'inverse en Afrique, où les femmes sont plus représentées. Donc, dans les pays subsahariens, c'est surtout des femmes qui sont dans les essais cliniques. Mais c'est très important quand on fait un essai d'avoir toujours suffisamment de femmes et de regarder ce qui se passe dans le groupe des femmes qui n'est pas forcément tout à fait similaire. Alors par rapport à la période qu'a vécue Christine, c'est vrai que toutes ces drogues qui donnaient des lipodystrophies ont normalement disparu de l'arsenal. On a des médicaments qui sont normalement mieux tolérés. Pour les gens qui sont contaminés aujourd'hui. Mais ils sont nouveaux, ces médicaments. Donc, on ne sait pas tout. Donc, voilà. Il faut quand même, même si on pense qu'ils sont mieux tolérés, il faut quand même vraiment continuer à surveiller, continuer à regarder ce qui se passe dans le groupe des femmes. Et c'est vrai, vous disiez aussi quelque chose de très juste. Les femmes ont souvent un poids plus petit. Et les antiviraux, c'est de la même dose, quel que soit le poids. Et ça, c'est peut-être quelque chose adapté. Les femmes ne sont pas que des femmes procréatrices. On a réduit très vite la réduction de transmission mère-enfant. En revanche, de la femme en tant que telle, on ne s'en est pas occupé. Donc c'est vraiment, voilà, c'est là-dessus. On peut se dire qu'il y a moins de femmes de contaminées peut-être en France que dans l'Afrique subsaharienne, mais ceci étant, c'est une réalité. Elles sont séropositives aussi, elles sont là, elles existent et il faut les prendre en charge. On a parlé tout à l'heure du traitement post-exposition. Il y a un autre type de traitement. Là, on va voir la question en quoi consiste le traitement préventif anti-VIH. Effectivement, pour éviter la contamination, il existe un traitement préventif qu'on appelle le PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Il s'agit d'un comprimé, le Truvada, composé de 2 antirétroviraux qui bloquent le virus dans l'organisme sain. Le traitement existe depuis quelques années. Il est prescrit aux personnes ayant des comportements à risque. On fait le point avec Delphine Renaud, Timothée Derex et Thierry Oden. Depuis quelques mois, Julien prend tous les jours un traitement de prévention du virus du sida. Pour ce célibataire, après quelques accidents de préservatifs, ce choix s'est imposé naturellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la PrEP, l'équivalent du Truvada. Donc c'est le générique qui est tout nouvellement sorti et c'est ce qu'on prend en prévention anti-VIH. Grâce à cette pilule bleue, Julien, séronégatif et en bonne santé, peut avoir des rapports sexuels avec ou sans préservatif, avec un risque de contamination proche de 0. Je pense qu'on en parle plus, ou un peu mieux. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un que je prends la PrEP, s'il y a un accident de préservatif, il n'y a pas
il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il y a moins d'inquiétude. De demander à la personne son statut, d'aller ensemble à l'hôpital, de bien vérifier que tout est OK des deux côtés, quoi. Depuis 2 ans, à l'hôpital Saint-Louis, une consultation PrEP a été mise en place pour les hommes homosexuels. Ici, 1300 personnes sont suivies pour recevoir le Truvada. Est-ce qu'il y a eu des problèmes depuis la dernière consultation? Rien du tout. Pour recevoir la PrEP, le suivi médical doit être régulier. Tous les 3 mois, Emmanuel doit se rendre dans cette consultation pour renouveler son traitement. C'est aussi l'occasion de vérifier sa séronégativité et de faire le point sur ses pratiques sexuelles. Est-ce que vous arrivez à quantifier votre nombre de rapports sexuels à risque, c'est-à-dire un rapport où vous auriez eu un rapport sans préservatif, avec pénétration, depuis les 4 dernières semaines? Le nombre de rapports et pas de partenaires. Nombre de rapports à risque, un rapport à risque. Un rapport à risque, entendu. Première semaine où je savais que j'étais sous PrEP, c'est quand même une certaine... on vit une libération. Hein, j'ai commencé ma vie sexuelle avec préservatif. Après, finalement, on devient tout à fait... il n'y a pas de grande transformation. En dehors de l'usage moins fréquent du préservatif. Vous venez me voir? Alors... Donc les reins vont parfaitement bien. Donc vous savez que le Truvada, ça peut avoir une toxicité rénale, donc on surveille ça à chaque fois. Pour les détracteurs, la prise de la PrEP entraînerait plus de pratiques à risque sans préservatif, avec pour conséquence l'augmentation des autres infections sexuellement transmissibles. Pour pallier ce risque, tous les utilisateurs de PrEP sont dépistés. Pas d'infection sexuellement transmissible depuis la dernière fois. Bon, ok. Pour l'infection à gonocoque, je vous traiterai par une injection. Ça ouvre une nouvelle voie pour mieux informer les gens sur toutes les IST qui existent. Et des fois, il y en a qui ne sont pas très connus, ou en tout cas dont les mécanismes de transmission ne sont pas connus. Et donc, voilà, c'est encore un moyen d'augmenter le dépistage à l'échelle des participants de la PrEP. Pour ceux qui la prennent en continu, ça se passe comment? Alors, la prise en continu... Pour mieux appréhender ce traitement, des bénévoles de l'association AIDS accompagnent les nouveaux utilisateurs. Nous, dans l'accompagnement, ça nous permet de mieux orienter la personne sur des choses, des questions qu'elle n'aurait pas forcément posées au médecin, mais aussi sensibiliser la personne sur sa responsabilité individuelle. Et ça sensibilise sur le fait que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre. Et voilà, donc d'où le terme d'accompagnement communautaire. La révolution de la pilule bleue a commencé avec de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, en France, près de 5000 personnes seraient sous PrEP. Là, on parle des rapports non protégés sous PrEP, mais est-ce qu'une personne aujourd'hui séropositive qui prend un traitement, donc qui prend un traitement et qui a une charge virale indétectable, peut avoir des rapports non protégés aujourd'hui? Une personne séropositive avec une charge virale indétectable ne transmet plus le virus du VIH. Donc elle peut avoir une vie conjugale c'est très, sans préservatif. C'est très important de le dire, parce qu'il y a beaucoup, on parlait avec Chrissy, il y a beaucoup de sérophobie dans notre société, il y a beaucoup d'ignorance. Et en fait, il est plus dangereux, on avait fait une campagne au CRIP sur ce thème, il est plus dangereux d'avoir un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un qui ne s'est pas fait dépister depuis un bout de temps que d'avoir un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive dont la charge virale est indétectable. Et ça, c'est important de le dire, et donc c'est ce qu'on appelle le TASP, le Treatment as Prevention, et c'est dans l'éventail, il y a la PrEP, il y a le TASP, il y a la TPE et il y a le préservatif, et c'est important de parler de tous ces moyens de prévention qui existent aujourd'hui. Voilà, et ça, quelles que soient les personnes, hein, c'est pas parce que les rapports homosexuels aussi ne transmettent pas plus le virus que les rapports hétérosexuels, donc toutes les personnes sont concernées par l'efficacité de ce traitement antirétroviral. Alors il faut quand même avoir été indétectable depuis quelques mois, parce qu'on devient indétectable dans le sang, et puis après, au bout de, disons, 3-4 mois, 6 mois à peu près, on est tranquille. Il n'y a plus de virus non plus dans les sécrétions séminales. Et de la même façon, avec une charge virale indétectable, une grossesse est possible? Oui, tout à fait. Une grossesse est possible, donc il n'y a plus de nécessité maintenant de faire de césarienne, etc. Hein, donc c'est le message qui est très, très diffusé aux États-Unis, U égale U. Indétectable égale untransmittable. Donc en français, on peut dire I égale I. Hein, donc maintenant, on affiche ça dans les salles de consultation. Indétectable, intransmissible. Donc ça c'est très très important, parce que souvent les médecins ont encore un peu peur. Ils disent oui, mais pour ci, il faudrait peut-être mettre un préservatif pour ça.
Non, en fait, les personnes séropositives bien contrôlées, elles ne transmettent plus le virus. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais juste rappeler que c'est la pratique qui est à risque, parce que j'entends parler, effectivement, et vous avez sans doute raison, mais d'homosexualité, de tout ça, c'est la pratique, la sodomie, les hétérosexuels ou les homosexuels ou les bisexuels, voilà, pratique. La sodomie. Donc voilà, c'est le rapport qui est à risque. Et le seul moyen, effectivement, aujourd'hui, c'est le préservatif. Et effectivement, si une personne est séropositive, apparemment, elle ne peut plus transmettre le VIH si elle est en charge indétectable. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me fait peur. À l'époque, on parlait de fellation. La fellation ne transmet plus le virus du sida, ne transmet plus. Si on ne transmet pas, on ne transmet pas, quelle que soit la pratique. Voilà. Après, on est revenu dessus. Donc aujourd'hui, pour ma part, en tous les cas, je ne voudrais pas prendre le risque et la responsabilité de me dire j'utilise pas le préservatif parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun risque de le transmettre. Ça me fait trop peur. Après, je peux comprendre. Et effectivement, si les études ont montré et que c'est factuel, c'est une vraie avancée. Vous pouvez être rassuré. C'est une vraie avancée. Oui. C'est important pour les personnes touchées parce qu'elles peuvent quand même plus facilement en parler à des nouveaux partenaires. Quelquefois, celui-ci n'accepte pas forcément. Mais au moins, on peut plus le dire, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Chacun conçoit sa stratégie de prévention comme il le veut et maintenant comme il le peut. Parce que justement, il y a des nouveaux moyens de prévention. Donc, il y a des gens qui restent sur le préservatif. Et en effet, ça permet pas seulement de lutter contre le VIH, mais aussi contre les IST. Donc ça, c'est quand même un moyen de protection qui est très large. D'autres, au contraire, de toute façon, n'utilisaient pas ou pas tout le temps le préservatif. Et pour eux, la PrEP est déjà un moyen de se protéger du VIH. Pas des autres IST, mais on l'a vu, le suivi à l'hôpital est infection sexuellement transmissible. Mais on l'a vu, le suivi qui est fait à l'hôpital dans les protocoles de PrEP est très, très ferme sur les IST. On dépistage tous les 3 mois. Et puis, il y a en effet, pour les personnes vivant avec le VIH, ce TASP qui est quand même une révolution qui existe depuis des années. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on en parle beaucoup. Nous, on a commencé aussi avec nos petits I égale I. Mais c'est un vrai slogan qu'il faut porter. Merci beaucoup à tous les 3 venus. Merci Christine. Le SIDAction, donc, c'est tout le week-end. Il faut aider la recherche, les malades. Pour cela, vous allez sur sidaction.org et par téléphone, vous composez le 110. Tous les malades ont besoin de vous, les chercheurs aussi. Merci beaucoup. Lundi, dans Le Docteur, on verra comment choisir son EHPAD. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir. Au revoir, bon week-end.